Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, l'icône mondiale de la paix et de la réconciliation, Nelson Mandela, est célébré ce 18 juillet à l'occasion de la journée internationale qui porte son nom. Si certains Africains se souviennent d'un panafricaniste et un grand homme d'État, d'autres interrogent sur les défis actuels, notamment les actes de xénophobie en Afrique du Sud. Les détails à suivre dans ce journal. Nous parlerons également de la poursuite des opérations du 3e recensement général de la population et de l'habitat à 3 jours seulement de la fin. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Samedi 18 juillet marque la célébration de la Journée internationale de Nelson Mandela. L'Assemblée générale des Nations unies l'a proclamée en 2009 pour rendre hommage à son combat pour la paix, la liberté et la justice sociale. Cette date correspond à l'anniversaire de l'ancien président d'Afrique du Sud. Aujourd'hui encore, dans les rues de la capitale tchadienne, N'Djamena, les Africains retiennent de lui un panafricaniste et un grand homme d'État. C'est un reportage de Biaktibo Emmanuel et Abakar Absakin. Comme un artiste, Nelson Mandela restait vivant. Dans les rues de N'Djamena, le combat pour la paix, la liberté et la justice sociale mené par l'ancien président sud-africain s'échante. C'est un homme de paix, un homme où tous les Africains doivent emboîter le pas de Nelson Mandela pour apporter la paix dans les différents pays ici en Afrique. Nelson Mandela, c'est le symbole du leadership africain qu'on peut retenir parce que c'est un homme qui s'est battu. Malgré tout, il a triomphé, pas seulement pour son pays, l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui, tous les Africains rêvent d'emboîter le pas de Nelson Mandela. Un président qui est engagé pour les Africains, pour la libération des peuples africains. Il reste vivant. Les Africains voient aujourd'hui non seulement un homme qui a vaincu l'apartheid, mais un héros africain et un exemple à suivre. C'était un noir. Il a été leader en Afrique du Sud au moment d'apartheid. Il a été condamné 28 ans de prison, mais quand même, il est revenu à être président. Il a des bonnes humeurs sur l'Afrique. Il veut la progression de l'Afrique. Mandela incarne aujourd'hui la libération, pas seulement des Africains ou du peuple sud-africain, mais la libération de l'homme blanc même qui l'a emprisonné. Parce que Mandela a dit l'une des meilleures choses qu'il a eues quand il était prisonnier, c'est qu'il a aussi appris la langue de l'oppresseur, l'afrikaner, la langue des Blancs sud-africains. Et à travers cette langue, il a pu non seulement libérer le peuple sud-africain, mais il a guéri aussi l'homme blanc oppresseur de l'Afrique du Sud à travers son comportement, à travers une psychanalyse et une psychométrie de l'esprit. Il a pu guérir l'homme blanc sud-africain aussi de la haine qu'il avait. La journée de Nelson Mandela proclamée en 2009 n'est pas une simple date commémorative. Pour les Nations Unies, c'est un appel à l'action. 67 minutes pour faire le bien, représentant les 67 années consacrées à la défense des droits humains, de la justice et de l'égalité en héritage pour rendre le monde meilleur. Icône mondiale de la paix et de la réconciliation, Nelson Mandela, si son combat contre l'apartheid demeure une source d'inspiration, les défis actuels, notamment les actes de xénophobie en Afrique du Sud, invitent à réfléchir sur la portée de son héritage. Tanso Hamta. Pendant près de 3 décennies, Nelson Mandela a payé de sa liberté son combat contre le régime de l'apartheid. Emprisonné durant 27 ans, il aurait pu choisir la revanche. À sa libération en 1990, il emprunte pourtant le chemin de la réconciliation, convaincu qu'aucune nation ne peut se construire durablement sur la haine. Élu premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994, Madiba fait de l'unité nationale, du pardon et du respect de la dignité humaine les piliers de son action. Son engagement lui vaut une reconnaissance mondiale et fait de lui l'une des plus grandes figures de paix du XXe siècle. 13 ans après sa disparition, son héritage demeure une référence. Malheureusement, l'Afrique du Sud est encore confrontée à des épisodes de violences xénophobes visant des ressortissants d'autres pays africains. Alimentés par les difficultés économiques, le chômage, les tensions sociales, ces actes sont régulièrement condamnés par les autorités, les organisations de défense des droits humains et de nombreux citoyens sud-africains. En cette journée internationale Nelson Mandela, son message conserve toute son actualité. En cette journée internationale Nelson Mandela, son message conserve toute son actualité. Les 67 minutes de service communautaire auxquels les citoyens du monde sont invités en hommage à ces 67 années de combat pour la justice,
rappelle que chacun peut contribuer à bâtir une société plus solidaire. Plus qu'une célébration, cette journée est une invitation à faire vivre les valeurs qui ont guidé Madiba, le dialogue, la tolérance, le respect de l'autre et la fraternité entre les peuples. Car le plus bel hommage que l'on puisse rendre à Nelson Mandela reste de poursuivre son œuvre en faisant triompher la paix sur la division. En cette saison des pluies, les initiatives citoyennes en faveur de l'assainissement se multiplient en N'Djamena. Le syndicat national des coursiers de frais et commissaires des transports du Tchad a remis ce 13 juillet un lot de matériel d'assainissement à la mairie centrale de N'Djamena, précisément dans le quartier Karkandié, dans le 5e arrondissement. Une contribution destinée à renforcer les actions de salubrité et à prévenir les risques d'inondation. Les explications de Paris Mikela Odette. Pelles, brouettes, râteaux, pioches, gants et gilets de sécurité ont été remis à la mairie centrale de N'Djamena par le syndicat national des courtiers de fret et commissaires des transports du Tchad dans le quartier Karkandié afin de soutenir les opérations d'assainissement communautaire. À travers cette initiative, le syndicat national des courtiers de fret et commissaires des transports du Tchad entend accompagner les efforts de la mairie centrale, particulièrement en cette période marquée par les fortes pluies et les risques de stagnation des eaux. Présent à cette cérémonie, l'inspecteur général de la mairie centrale de N'Djamena, Abaka Bichara, a salué ce geste de solidarité. Selon lui, cette dotation vient renforcer les moyens d'action de la commune dans sa politique d'assainissement. Il a également rappelé l'importance de ce geste qui permettra afin d'assurer leur durabilité. Je voudrais ici remercier les courtiers et transporteurs, en particulier ceux de la gare routière d'Abéché. Le geste qu'ils viennent de faire, c'est un geste hautement salué par l'exécutif municipal et le maire de la ville de N'Djamena, dont j'ai l'ainsi honneur de représenter ici. Les moyens ici présents contribuent à la salubrité de cette gare qui, dans le cadre de la politique communale prônée par le maire Sénussi Hassan Abdoulaye, cette gare sera modernisée, mais en attendant, il faudrait que l'environnement soit sain. Et donc, avec ce geste salutaire que viennent de poser les transporteurs et les courtiers, le maire a instruit la direction de l'assainissement, de l'environnement et de la santé afin de mettre une permanence de personnel de propriété dans cette gare à partir de lundi. Les habitants du 5e arrondissement doivent passer à l'action pour maintenir les quartiers propres et contribuer à la prévention des inondations. À travers cette action, le syndicat réaffirme sa volonté de participer aux initiatives de développement communautaire et d'encourager une mobilisation collective en faveur d'un environnement sain. Le 3e recensement général de la population et de l'habitat prendra officiellement fin le 21 juillet prochain. À 3 jours de la clôture des opérations sur l'ensemble du territoire national, nos reporters sont allés sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement du recensement et vérifier si les objectifs fixés pourront être atteints. Reportage de Mohamed Brahim et Yango Abdoulaye. À 72 heures de la clôture officielle du 3e recensement général de la population et de l'habitat, les opérations se poursuivent dans de bonnes conditions à N'Djamena. Au quartier Ambassadna dans le 3e arrondissement, les agents recenseurs continuent leur travail afin d'enregistrer le plus grand nombre possible de ménages avant la date butoir. Merci, nous sommes fait recenser la maison toute entière, tout le quartier, les agents se sont succédés dans des différentes phases. Ils ont recensé présentement chez nous, il y a 11 ménages. Et ils ont tout à fait recensé et ça va. Très important. Ça permet à l'État et aux différentes institutions de disposer des statistiques et des données valables pour mieux coordonner les opérations. Dieu merci, en tant que citoyen, je me suis fait recenser dans de bonnes conditions. C'est une mesure que le gouvernement a mise en place, dont tout le monde doit se faire enrôler. Moi, en tant que boutiquier, je me permets de le faire sans exception. Sur place, les responsables des quartiers saluent le déroulement de l'opération. Abba Afadena Maloum, chef du carré numéro 7 du quartier Ambassadna, affirme que la majorité des ménages de sa circonscription a déjà été recensée, même si quelques difficultés persistent. Presque 100 quelques concessions. Et dans les concessions, il y a plusieurs ménages. Il y a des concessions qui sont non habitées, en chantier, et l'autre c'est stock. Il n'y a pas de gens dedans. Si l'autre, les gens, tout est presque recensé. On a maintenant des concessions.
Malgré ces avancées, certains défis persistent. Plusieurs habitants sont régulièrement absents de leur domicile lors du passage des agents recenseurs, obligeant ces derniers à effectuer plusieurs visites. Une situation qui pourrait empêcher le recensement de certains ménages avant la date officielle de clôture. Reste désormais à savoir si la coordination nationale du RGPH3 envisagera un éventuel prolongement ou des mesures exceptionnelles pour permettre aux personnes non recensées d'être prises en compte. En Provence, pendant ce temps, les militants et militantes de l'Union nationale pour le développement et le renouveau intensifient leur présence de proximité à la suite d'une série de campagnes de sensibilisation menées sur le terrain pour le RGHP3. Une rencontre d'évaluation s'est tenue à Bangor pour mesurer l'impact de ces actions. Gapil Blaise et Abakardini. Après plusieurs jours de mission terrain, remobiliser la base et ajuster le tir, c'est tout l'enjeu de cette rencontre qui réunit les cadres, militantes, militants de l'Union nationale pour le développement et le renouveau UNDR de la province du Mayo-Kébi-Est. Le secrétaire général provincial du parti UNDR, David Doumarsou Karpil, félicite les efforts déjà menés sur le terrain, même si certaines difficultés perdurent. Certes, c'est une action gouvernementale, mais le gouvernement est aussi soutien par beaucoup de partenaires. Et là, notre grand parti UNDR ne sera pas également du reste. Quand les recensements ont commencé, nous avons demandé à toutes nos structures de la province de se mettre dans la patte, avec les moyens de bord bien sûr, de sensibiliser la population, de se faire recenser. Puisque le recensement général de la population et de l'habitat a un objectif général, c'est pour l'intérêt de tous. Le recadrage local autour de l'évaluation de la sensibilisation des militantes et militants du parti UNDR pour le RGPH3 est le déclic pour appuyer le processus de recensement selon Dr Sende Epaine Djanran, membre du bureau exécutif national du parti. L'objectif, comme on l'a dit, c'était de nous retrouver, évaluer un peu avec les quelques jours qui restent, c'est dire qu'est-ce qu'on doit faire. S'il y a encore quelques manquements, est-ce que nous pourrons encore mettre un peu, faire un peu d'effort pour que nous puissions, qu'aucun Tchadien ou aucun membre du département, dans notre département, ici dans notre province, puisse manquer ce recensement. La journée s'est clôturée par cette chaleureuse photo de famille, un symbole d'unité et de cohésion retrouvé pour les militantes et militants de l'UNDR et qui repartent sur le terrain avec une feuille de route dynamisée. En sport, toute autre chose, la basketteuse tchadienne Clarence Djaldi Tabdi, évoluant en France, a eu une séance d'échange et de travail ce samedi 18 juillet avec une dizaine de jeunes filles de l'académie Dream Come True du Sacré-Cœur. Cette rencontre a permis à l'ambassadrice d'échanger sur des projets de développement et de partager son expérience avec les jeunes filles. Samira Moudjahine nous en dit plus. Après ces séances de mentorat en ligne animées par des sportifs et entrepreneurs internationaux, les jeunes basketteuses retrouvent en présentiel leur ambassadrice. Clarence Djaldi Tabdi, basketteuse tchadienne évoluant en France. Les échanges ont porté sur la pratique du sport, la confiance en soi, le leadership et les perspectives d'avenir. La sportive entend faire de cette rencontre un point de départ pour développer des initiatives adaptées aux besoins des jeunes filles et renforcer leur accompagnement au plus près des réalités du terrain. On a mis en place un projet mentoring où je pouvais parler, elles étaient 13, et on parlait de différentes thématiques et j'invitais un professionnel, une basketteuse, une entrepreneur, pour parler de ces thématiques et leur permettre d'être inspirées, de vraiment voir le cheminement de d'autres personnes pour qu'elles se sentent associées à ça ou pas, mais en tout cas, ça leur permet de visualiser certaines choses. Et c'était important pour moi de clôturer en direct, en présentiel, de les rencontrer parce que c'était vraiment un groupe... pour moi, qui était important sur le fait que ça soit une safe place. Vraiment, on était 13, donc c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'était plus qualitatif. Et c'était important pour moi de continuer ce lien en venant les voir directement, de mettre vraiment le toucher, le contact avec elles et de pouvoir partager leur histoire parce qu'on a parlé des autres, mais en fait, c'est elles les actrices de tout ça. Pour les jeunes basketteuses, c'est une occasion de faire entendre leur voix et de partager leurs aspirations. Cette science, déjà, c'est une source d'inspiration pour moi parce que j'ai eu à rencontrer plusieurs différentes personnalités qui sont sur le plan international. Donc c'est motivant pour moi. Ça m'a permis de me développer dans le basket comme dans la vie courante, à l'école.
C'était très inspirant de pouvoir partager des moments avec des basketteuses, des entrepreneuses, des footballeurs. C'était très inspirant. En donnant la parole à ces jeunes basketteuses, Clarence Deldi Tabdi pose les bases d'un appui construit à partir des besoins réels, avec une vision claire de progression sur le terrain et dans le développement personnel. Avant de refermer cette édition d'information, faisons un tour de quelques actualités internationales avec Ashta Mohamed Kalbas. L'ancien président sénégalais Macky Sall est arrivé vendredi 17 juillet à Dakar pour une visite de quelques heures, sa première depuis son départ du pouvoir en avril 2024, accueilli par de nombreux militants de son parti. L'Alliance pour la République, il s'est entretenu avec le président Bassirou Diomaye Faye avant de regagner New York dans la soirée. Cette visite intervient alors que Macky Sall est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Si le Burundi a officiellement proposé sa candidature au nom de l'Union africaine, le Sénégal ne s'est pas encore prononcé. Son entretien avec le chef de l'État s'est déroulé dans un contexte politique marqué par des tensions entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Au Nigeria, la directrice générale de l'UNICEF, Catherine Rosel, s'est rendue dans l'État de Sokoto, au nord-est du pays, afin d'évaluer les actions menées en faveur des enfants et des mères. Face aux conséquences des conflits, de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire, l'Agence des Nations Unies renforce ses interventions dans les domaines de la santé et de la nutrition, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable. Catherine Rosel a appelé la communauté internationale à investir davantage dans les enfants qu'elle considère comme la principale richesse de l'Afrique et du monde. En Algérie, les autorités sont en état d'alerte face à une vague de chaleur exceptionnelle. Les températures pourraient atteindre 48 degrés Celsius dans plusieurs régions, favorisant la propagation de nombreux incendies. Les services de la protection civile ont été mobilisés dans 45 provinces afin de renforcer les opérations de secours selon le dernier bilan officiel. 111 incendies de forêt, de Bruxelles, de culture et de Palmarais ont été recensés. 65 foyers ont déjà été maîtrisés, tandis que 46 restaient actifs dans les 18 provinces. Des évacuations préventives ont également été organisées dans les zones les plus exposées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur Tchad 24.